le diner qui s'appelle Eve's Apple, diner qui est la pomme de Ève, donc évidemment le retour au jardin originel, au paradis perdu. Il y a aussi évidemment cet extrait de Tom et Jerry qui sont Tom va en enfer, où évidemment ça illustre le côté un petit peu cartoon de cette transformation, le côté surréaliste de cette transformation. Bien évidemment la musique qui, plein de morceaux dans la bande-son du film sont en référence avec le diable, mais aussi des références finalement où on quitte les références bibliques pour des références un peu plus rock'n'roll, où le jazz club s'appelle The Duke. Il est écrit en lettres de néon blanches un petit peu allongées, qui était aussi le White Thin Duke, qui veut dire le grand duc fin et blanc, qui était aussi le surnom de David Bowie. David Bowie qui joue un rôle très important dans l'histoire. David Bowie qui est ce lien entre Mérine et Iggy quand ils se rencontrent. Et de même, il y a à l'extérieur du diner un panneau routier qu'on a rajouté où on peut lire le nom de la ville où est né Kurt Cobain et aussi Bedford Falls, qui est la ville où se passe La vie est belle de Capra, qui pour moi était une autre référence du film, parce que j'ai toujours eu l'impression en lisant le bouquin et en faisant le film que Horn c'était la version diabolique ou inversée de La vie est belle, et qu'il y avait quelque chose de très similaire entre le personnage de James Stewart dans La vie est belle et celui de Daniel Radcliffe dans Hans. Shut up! I want to! No, please, no! Stop it! Help! Terry! The actual scene that I shot with Max, that's a pretty brutal scene. It was great because we didn't shoot it in a studio. We actually shot it in a forest, in a place that if you walk a little too far where it's not lit, it feels terrifying. You realize that you are just at the wrath of the universe right now, and if you got lost from the crew, God knows where the fuck you would end up. It's like, or where you'd end up, you know? It's like, it's really an intense landscape where we were. The forest is so thick, and it's so tall that when the sun starts going down, it gets black. And that kind of thick black where you really can't see in front of you. But, you know, that's what's been so cool about shooting on all these locations is your senses are heightened. Everything's more, you know, you're just thrown into it. And die. We also did a makeup on Marin. Made her a very beautiful looking dead girl. It was kind of weird because she's very pale and kind of veiny and has a big gash on her forehead, but yet she still looks beautiful. And when they had her laid out in the forest, her red hair against the green of the forest was pretty amazing looking. We're shooting a scene where Dan and I have a big showdown, and he beats me up a bit, I beat him up a bit, and then I drag him by his horns into this car, and we're setting it on fire. It's a big day for us. It's very, very Aja, because it's technically complicated and also very exciting. Right now we're going to set the gremlin on fire and pull the gremlin into the ocean, right across. And of course we cannot put an engine, so everything is on cable and being pulled in the water. C'est drôle parce que quand on regarde le film, j'imagine, et qu'on a vu mes précédents films, on a l'impression que finalement j'ai pas pu me retenir. Qu'à la fin du film, il a fallu que je fasse exploser une tête. Et que c'était un petit peu l'effet gore qui vient, mais en réalité pas du tout. L'explosion de la tête d'Eric dans le livre existe, elle est décrite exactement comme ça, comme sa tête éclate comme une cherry bomb, qui est le pétard qui s'utilise, donc il y a quelque chose d'assez comique dans cette explosion de tête, et j'avais vraiment envie de la faire, et j'avais envie, pour revenir à d'autres références, revenir à l'explosion de tête de William Dafoe dans Sailor et Lula, où quand il tombe et qu'il se fait exploser, que la moitié de son crâne explose, explosion de tête que j'ai fait aussi dans La colline à des yeux avec le pompiste en dehors de la station-service. Pour moi, il y a quelque chose, quand la violence devient tellement choquante ou tellement grand guignol quelque part, et ben, ça devient comique et je trouve ça toujours assez amusant de jouer avec ces codes. Action! Cauliflower is essential to the diet of a makeup effects person. We use it sometimes in inside fake heads because it has sort of the same texture as brain matter. And so what I've done is
taken some little pieces of latex that are rolled up and torn and glued a couple chunks of this to it so that if I put something like this inside the head and we blow it up, hopefully you'll get something like this flying out of it, which just sort of has, you know, a sort of a look and feel of brains with, you know, some matter attached to it. So I made a couple of chunks I'll stick in there. And that's how we do makeup effects and keep them environmentally safe. I'm so sorry, Marin. I'll see you soon. La transformation finale de Hig en diable a été fabriquée en 3 étapes. Dans la première étape de la transformation d'Hig en diable, il lui pousse des ailes d'ange et il s'envole. Et ses ailes brûlent et il retombe et la transformation en diable commence. C'est une question d'imagination. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit les rushs, il n'a pas d'ailes, il est juste accroché à des câbles. Et il est soulevé, et il s'élève grâce au câble, et nous, on doit imaginer qu'il a des ailes, que les ailes brûlent, et qu'il retombe. On voit une créature incandescente qui se consume de l'intérieur. Là, c'est un mélange de 2 technologies, le maquillage effets spéciaux et évidemment les effets spéciaux numériques qui permettent de créer cette lave incandescente qui va sortir de ces craquelures et qui vont finir par le consommer jusqu'à la mort. I think the most challenging thing for the movie was not necessarily the horns themselves, but some of the later prosthetics that I had. You know, that was like a big job, but the guys who did it were amazing, and Mike Fields and Mike McCarthy, and their names are, and they just like, they did it in like 2 hours each time. They did it unreasonably quickly, just amazingly fast. Quand on monte un film triste, un drame, on n'a pas de problème puisqu'on est dans un ton dramatique. Ce film-là, il est dans 6 ou 7 tons différents et on passe notre temps de passer d'un ton à l'autre, d'un ton dramatique à un ton très drôle, à un ton cynique. Donc le plus gros challenge, c'était de passer d'un ton à l'autre sans brusquer le spectateur, sans qu'il ait l'impression de voir un autre film. Ça a été d'essayer de soigner les transitions pour que ça reste fluide, pour que ce ne soit pas saccadé, pour que ce ne soit pas une accumulation de sketchs. Et le plus compliqué, c'était de vendre toutes ces émotions sans les abîmer. Il y a 2 scènes coupées dans le film. Il y a la scène finale de Lee qui joue de la trompette sur la tombe de Hig. Bon, c'était un peu cheesy, c'était pas super. Et on a aussi coupé la scène de Hig qui dit au revoir à Glenna. Moi j'aimais bien cette scène. Bon, elle a été coupée pour des raisons de durée. On ne peut pas tout mettre. Hein. Il y a forcément toujours des petites scènes comme ça qui sautent à droite et à gauche. Moi, celle-là, j'étais plutôt attaché. Glenna est un personnage relativement important. Et c'est vrai qu'elle disparaît du film comme ça, sans laisser de traces, on va dire. Le premier montage faisait 2h40, donc c'est sûr qu'on a enlevé des choses, hein, on ne peut pas tout garder. In the end, I embraced the horns. Like an angel who fell to earth, I became a devil one last time. Après la présentation de Toronto, qui était la première présentation publique en 2013, le film a été super bien accueilli, la critique incroyable. On a finalement vendu le film à un distributeur américain, ce qui était très important pour le film. Ce distributeur américain, c'était les Weinstein, à travers leur boîte Dimension Radius. Et ils aimaient tellement le film qu'ils ont décidé de le changer un petit peu. Ce qui était évidemment pas très agréable parce qu'on avait un film, à mon avis, qui fonctionnait très très bien. Et là, on a passé quelques mois à essayer des choses assez bizarres, comme enlever l'humour, enlever les flashbacks, enlever des choses qui étaient pour moi l'essence même du film. Et grâce au public et grâce aux projections tests qu'on a fait successivement avec leurs différents essais, on a finalement eu raison et on est revenu au montage qui était présenté à Toronto tel quel, à la différence de ces quelques voix off. Alors, est-ce qu'on avait besoin de ces voix off ou pas de ces voix off? Moi, je trouve qu'on n'en avait pas vraiment besoin, et puis d'autres vont trouver qu'elles font justement toute la différence. La voix off de Hig dans le film n'était initialement pas écrite, pas prévue. Il ne devait pas y avoir de voix off. Mais après quelques projections de test, on s'est rendu compte que pour une certaine audience, pour certains spectateurs, c'était pas clair. Ils ne comprenaient pas la référence au diable, ils ne comprenaient pas pourquoi les cornes lui poussaient. Il fallait qu'on leur dise.
concrètement ce qui se passait. Donc la voix off a été rajoutée après le montage du film. I'm gonna love you for the rest of my life. Just love me for the rest of my... Je voulais une opposition dans la musique. Je voulais d'un côté une musique rock, David Bowie, Daniel Johnston, les Pixies, Marilyn Manson, et de l'autre côté une musique qui va jouer une musique intemporelle, hors du temps, une musique quasiment biblique, qui amène la tragédie, qui amène le scope au film. Et je voulais une musique orchestrale. Tout le monde a mis sa main à la pâte. Daniel Radcliffe nous a filé une tracklist avec 50 morceaux. Joe Anderson aussi. Alex est venu évidemment avec beaucoup de musique et beaucoup de David Bowie qu'elle tenait vraiment pour ce film. C'est une sorte d'inspiration générale et voilà, le film est un mélange de choses diverses musicalement. Chaque morceau ne coûte pas le même prix. On a toujours eu des surprises incroyables. Des fois, il y a des morceaux qui nous semblent assez simples, pas trop connus, qui coûtent une fortune. Et puis, des fois, on se dit, on va pas mettre un David Bowie parce que ça va coûter 100 000 $. Et puis, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai qu'on dépend du prix des musiques sources. Voilà, on peut pas utiliser n'importe quoi. Vu qu'on avait déjà travaillé étroitement ensemble avec Baxter et Alexandre sur Maniac, on avait déjà élaboré notre façon de travailler ensemble. Donc Baxter, c'est un monteur qui travaille tout de suite avec de la musique. Donc quand il en a sous la main de la musique originale, il la met, mais sinon il met ce qu'on appelle des musiques temporaires, des thèmes. Et il fait donc très rapidement, on a déjà un support musical. Dès qu'il avait une séquence plus ou moins bien montée, en tout cas telle que lui la sentait, tout de suite il me l'envoyait et moi je mettais ça en musique tout de suite. Ça nous permettait très vite d'avoir une base concrète de conversation. Je crois qu'il y a eu 21 versions différentes du film, avec à chaque fois des bouleversements de montage et donc de musique. On est parti, moi j'ai composé la musique pour un film qui faisait 2h40. Et au final, le film fait un petit peu moins de 2 heures. Donc c'est sûr qu'il y a 40 minutes de musique, puisqu'il y avait presque de la musique partout, qui ont sauté. C'est une nécessité d'avoir un liant au cours du film, quoi. C'est pour ça qu'il ne fallait pas avoir 40 thèmes différents. Il ne fallait pas avoir le thème de l'humour, le thème de l'horreur, le thème de la romance, le thème... Il fallait en fait avoir une unité, et la musique souvent est très utile à ça, à faire donner la sensation qu'on est dans une fluidité du début à la fin du film, quoi, que le récit nous porte. Et c'est vrai que là, il y avait un danger, c'était que ça se casse la gueule en permanence, puisque, tiens, mais attends, mais je comprends pas, j'étais en train de rire il y a 2 secondes, et là, je suis dégoûté, mais en même temps, j'ai envie de pleurer, et qu'est-ce qui m'arrive? Alors, c'est vrai que la musique va aider à, parfois, faire des virages comme ça qui sont un peu plus difficiles. C'est nouveau, moi, dans ma jeune carrière de compositeur de musique de film, de travailler 100% avec un orchestre. Et dans un domaine assez sombre, et de film de genre, quand même. Donc c'est vrai que c'est un pan nouveau pour moi qui s'ouvre avec Horn, c'est assez agréable. C'est vrai que quand on décide de travailler avec un orchestre, il faut le décider rapidement parce que ça nécessite quand même une infrastructure spéciale, quoi. C'est vrai que quand on travaille avec des synthés, je peux faire ça tout seul ici, et ça se passe très bien, mais c'est vrai qu'un orchestre ici, ça sera difficile de le faire rentrer. Donc évidemment, il a fallu en parler. C'est tout simplement en proposant des maquettes orchestrales qu'on s'est dit que ça marchait très bien, quoi, que ça marchait très bien avec la nature, avec le personnage fantastique qui évolue au fur et à mesure du film. C'est vrai qu'avoir une orchestration vraiment philharmonique, et ça marchait très bien, ça sonnait bien, quoi. Il y a aussi des mélanges de bois mélangés à quelques claviers. C'est vrai que mélanger des instruments classiques et avec des claviers comme ça, plus des années 60-70, ça a amené des textures plus originales qui faisaient du bien au film aussi, puisque le film est quand même très original. Et on ne pouvait pas non plus se laisser aller à avoir un score hollywoodien tout à fait normal. Il fallait quand même twister un peu l'affaire. Thanks to each one of you, because the movie, each shot, each set, everything is fantastic and beyond all my expectations. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. I'm incredibly proud of the work that Alex and I did, and everyone did on that movie. And you know, I hope people will enjoy it. You know, it's a wild and crazy film, and I think
it's going to be one of those things that people either see and go, what the hell did I just watch? Or that is my new favorite film. You know, and I think that's the best possible reaction. Alors c'est vrai que chaque film est différent, chaque film ça prend des années pour les faire, celui-là il a fallu 3 ou 4 ans pour le finir, entre le moment où je lis le livre et le moment où il est terminé. Puis on a à chaque fois l'impression que ça a été super difficile, que c'était plus difficile que le précédent. Après Piranha, j'avais l'impression que rien ne pouvait être plus difficile. Là évidemment c'était des nouveaux défis, travailler avec des serpents, travailler avec des enfants, travailler avec des effets spéciaux, travailler dans la forêt, la nuit, l'hiver, contre la météo. Bref, il y a eu toujours ces obstacles, mais à la différence des autres projets, il y a eu quelque chose, il y a eu un alignement d'étoiles sur ce film-là, où finalement on s'est retrouvé avec les chefs de poste, que ce soit le chef décorateur, le directeur de la photographie, le monteur, le compositeur, les effets spéciaux, le maquillage, tous avec la même passion pour le film. Et c'est vrai que visuellement, on a réussi à créer quelque chose qui, à mon avis, est assez original, est assez unique. Et après, évidemment, le tout n'aurait pas existé sans la qualité des acteurs. Et le casting de ce film-là, et la qualité de leur jeu, et la qualité de leur interprétation de ces personnages ont fait toute la différence. Et c'est vrai que je regarde ce film aujourd'hui, et j'en suis assez fier parce que j'ai l'impression qu'on a réussi à transcrire l'essence du livre culte de Joe Hill, et en même temps à faire un film qui était original, qui n'était pas juste une simple adaptation. Faire un film qui pouvait tenir, et j'encourage les gens à aller lire le livre maintenant, parce qu'il y a